Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, le brin d'histoire, on va combien d'années en arrière? On va 141 ans en arrière, le 14 mars 1883. En fait, aujourd'hui, c'est le 141e anniversaire de la mort de Karl Marx. Karl Marx, qui a écrit l'écrivain, le socialiste ou le communiste? Disons, il était économiste allemand, il a écrit une œuvre majeure qu'on appelle le Capital. Le Capital. Voilà, donc le Capital, il a aussi écrit d'autres livres, hein, mais véritablement, on s'intéresse au Capital parce que c'est l'analyse qu'il a fait de l'économie durant le XXe siècle. Ça en a fait l'un des penseurs les plus influents de cette époque-là. Et c'est cette théorie économique sur laquelle Lénine s'est basé pour mettre en place le système communiste en Union soviétique. Et c'est pour ça que les deux sont... On a parfois tendance à lier les deux. Le marxisme et le léninisme, c'est-à-dire on a le léninisme qui est une forme de socialisme politique et on a le marxisme qui est une forme de socialisme économique. Et donc, comme les deux sont liés, et donc on a tendance à parler du marxisme-léninisme. Mais ce qui va nous intéresser, ici on ne va pas revenir sur la vie de Karl Marx. On en avait même déjà parlé ici au cours d'une vidéo, mais on va revenir sur l'idéologie, le concept même du marxisme. Qu'est-ce que c'est? Le marxisme est aussi appelé la dictature du prolétariat. Alors, pour vraiment comprendre la pensée de Karl Marx, il faut savoir que celui-ci distinguait deux choses. D'accord? Pour lui, l'économie, c'était comme une maison. Donc, dans la maison, tu as le soubassement, d'accord, qu'on appelle l'infrastructure, c'est-à-dire l'élément sur lequel va reposer maintenant le bâtiment lui-même, d'accord? Donc, sur le bâtiment lui-même, c'est ce qu'on appelle la superstructure. Mais dans cette infrastructure, il ne s'agit pas de s'intéresser aux concepts, qu'ils soient politiques, idéologiques, juridiques et autres de l'économie. Non, mais il s'agit plutôt de s'intéresser aux conditions matérielles et à l'évolution du mode de production. Pour lui, c'est ça véritablement qui est important. Et donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'intéresser à tous comme je l'ai dit, aux concepts politiques, sociologiques, économiques. Non, il faut s'intéresser à la manière dont le capital lui-même, d'un point de vue purement matériel et d'un point de vue purement productif, comment est-ce que ce capital-là s'articule, comment il s'organise, comment est-ce qu'il fonctionne. Et donc, à partir de là, c'est en étudiant les modes de production et en regardant sur une période assez longue l'évolution de ces modes de production-là que l'on peut prédire en fait, selon lui, le futur du système capitaliste. Et lui, justement, dans le Capital, il explique donc pour étayer sa théorie, il dit que, comme on est au XXe siècle, on est vraiment à la production industrielle. Il dit que la production industrielle, telle qu'elle était connue à son époque, on est au 19e siècle, elle reposait, elle était la suite de la production féodale, c'est-à-dire une production encore véritablement artisanale. Et que après donc la période capitaliste qui remplace la période féodale, viendra ensuite une autre période qui sera la période socialiste et communiste. Alors pourquoi? Selon lui, il explique de manière schématisée. Il explique que pour lui, le capitalisme doit s'effondrer de lui-même et laisser la place au socialisme. Pourquoi? Parce que ce capitalisme repose sur une contradiction qu'il juge fondamentale, à savoir la baisse de la tendancielle du taux de profit. Cette baisse tendancielle du taux de profit s'explique notamment par le fait que ce qui donne la valeur à un produit, c'est le travail qui a été nécessaire pour sa production. Mais les capitalistes ne considèrent pas le travail, ils considèrent le temps de travail. Or, avec l'évolution technologique, il va y avoir une évolution du mode de production. C'est-à-dire que les capitalistes vont se mettre à investir dans de nouveaux moyens de production, des machines plus performantes, des robots, etc. Et donc, cette évolution du mode de production va faire que, d'un côté, on va certes avoir un accroissement du mode de production, mais on aura une diminution du nombre de travailleurs. Et de ce fait-là, il va se produire quoi? On aura de plus en plus de produits, on aura de plus en plus de biens qui seront produits, mais de moins en moins d'hommes capables de consommer ces biens-là. Et donc, ça va
entraîner une contradiction. Et c'est cette contradiction-là qui va faire que ensuite le prix des produits, puisqu'on a une surabondance des produits et on a une impossibilité de pouvoir les consommer puisque les hommes n'auront plus de travail. Et donc, c'est cette contradiction-là qui va faire que les prix de ces produits-là vont s'effondrer et ensuite, le système de production, par la suite, également va s'effondrer. Et de cet effondrement-là, qu'est-ce qui va se passer? L'État va maintenant prendre le relais, c'est-à-dire que pour éviter un effondrement général de la société, l'État maintenant va venir en relais aux capitalistes, c'est-à-dire les propriétaires des privés. Donc l'État, qui est l'entité publique, va venir relayer l'effondrement du système du capitalisme, donc les systèmes basés sur la propriété privée, et donc l'État va prendre le relais, et l'État maintenant va mettre un système socialiste et communiste. Socialiste parce que, évidemment, on va revenir à un autre mode de production qui va tenir compte cette fois-ci de la valeur travail et non plus de la valeur temps. Et communiste, pourquoi? Parce que la propriété privée sera carrément rayée de la carte, et à la place, on va communautariser les biens. Donc les biens vont devenir communs, et donc de ce point de vue-là, c'est cette nouvelle société-là qui va émerger et qui va remplacer donc le système capitaliste. Et donc c'est comme ça que Karl Marx avait vu dans le Capital, il avait vu évidemment le futur du capitalisme. Bien entendu, dans le Capital, c'est un livre qui a été tiré en plusieurs volets. Il faut savoir qu'il n'avait jamais terminé le Capital. Pourquoi? Il avait sorti les 2 premiers tomes, mais le 3e, il ne va pas pouvoir l'achever parce que son état de santé ne va pas le permettre et il va décéder. Mais néanmoins, le 3e tome va sortir avec l'appui de Engels, qui était véritablement son acolyte. C'est lui qui l'a. C'était aussi un autre homme d'affaires allemand qui va véritablement soutenir financièrement Karl Marx, et c'est avec lui qu'il travaille parce qu'il partageait aussi ses idées. Et c'est Engels qui va, sur la base des brouillons que Karl Marx avait laissés, il va essayer de reconstituer, si tu veux, la suite du Capital, et ce livre-là sortira quelques années après sa mort. Mais néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que Karl Marx, en expliquant ce principe-là, il avait, aujourd'hui, quand on regarde l'évolution du capitalisme, l'évolution, si tu veux, des modes de production, on va se dire que Karl Marx a tort, que évidemment le capitalisme demeure. La preuve, après l'effondrement du mur de Berlin en 89, et l'effondrement de l'Union soviétique en 91, le pays emblématique du communisme s'est effondré, et ce système-là aussi a quasiment disparu. Même si il existe encore des pays qui se réclament un peu du communisme, enfin du marxisme-léninisme, un peu comme la Chine, mais il faut véritablement nuancer puisqu'on a mis énormément de doses de capitalisme dedans. Mais ce qui est intéressant quand on dit le capital, c'est que Karl Marx n'avait pas totalement tort. Et quand on voit un économiste comme John Maynard Keynes, lui, il s'est un peu inspiré de Karl Marx. Pourquoi? En partant du principe que l'État peut être à la fois un régulateur et un acteur économique. Keynes est parti du principe que si le système capitaliste s'effondre de par lui-même, de par ses contradictions, de par ses dérives et autres, l'État doit prendre le relais. Bon, l'État d'abord doit être le régulateur, celui qui doit veiller à ce que tous les acteurs économiques respectent un certain nombre de normes, qu'il y ait un certain ordre. Mais bien entendu, l'État, en tant que régulateur, il produit des lois. Bien entendu, il y a des penseurs qui sont contre une forme de régulation de l'État. Ceux qui sont les défenseurs des préceptes d'Adam Smith, qui est considéré comme étant le père de l'économie moderne, qui lui estime que le marché doit se réguler de lui-même. Et ça, on l'a vu, malheureusement, derrière le marché, il y a des individus, et ces individus ne sont pas tous vertueux. Et c'est ce manque et c'est cette absence de vertu qui fait que parfois, il y a des dérapages et des systèmes sont mis en danger. Mais derrière, qu'est-ce que Karl Marx explique? Il explique que donc, si les acteurs privés qui doivent faire fonctionner le marché en jouant sur le principe simple du lieu de confrontation de l'offre et de la demande, et que si arrive un moment, et c'est les prix qui régulent le marché, et donc si arrive un moment où ce marché-là
s'effondre. Donc l'État doit sortir de son rôle de purement de simple régulateur pour devenir un acteur économique. C'est-à-dire qu'il rentre lui aussi dans l'arène économique. Et donc en devenant un acteur économique, il met de l'argent, il investit et il tire aussi profit. Mais en entrant et en investissant, il essaie à la fois de rééquilibrer le marché. C'est ce qui s'est passé après la crise de 1929. Et lorsque Theodore Roosevelt va arriver au pouvoir en 1932, eh ben lui, il va faire de l'État américain, l'État fédéral, il va faire de l'État un acteur économique. L'État, par le biais des plans qu'il va lancer à la fois pour rénover les infrastructures, et ça va permettre de résorber une grande partie du chômage en permettant à l'État de prendre temporairement la participation dans certaines entreprises, donc en investissant dans le capital. Et donc l'État va permettre de mettre à la disposition de ces entreprises privées-là des moyens qui vont leur permettre par la suite de se restructurer et ainsi l'État va permettre et ainsi l'État va va permettre à l'économie de sortir de la crise. Et c'est ce qui s'est toujours passé depuis ces années 30. À chaque fois qu'on a eu une crise, que ce soit dans les années 60, une crise économique, 60, 70, 80, enfin chaque décennie on a une crise économique. À chaque fois qu'il y a une grave crise économique, eh ben, quels sont ceux qui viennent à la rescousse? C'est l'État. C'est l'État on l'a vu encore par exemple lors de la crise de la dette de 2008 justement, des subprimes. Il y a eu un apport massif de capitaux de la part des États, mais les États, bien entendu, vont aller sur les marchés financiers pour s'endetter, pour éviter l'effondrement du système bancaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre au crédit de Karl Marx, c'est-à-dire qu'il avait senti que, évidemment, si on laissait le système capitalisme fonctionner de lui-même, sans aucune forme de régulation et sans aucune forme extérieure sans aucune forme extérieure qui pourrait de temps à autre permettre de corriger le système, eh ben, le système capitaliste normalement aurait disparu depuis. C'est parce que justement, il y a eu cette dose de communisme là, enfin cette dose de marxisme là, dans laquelle l'État vient en relais au système capitalistique, au système productif privé pour devenir lui aussi soit un acteur productif, soit un régulateur pour à chaque fois pouvoir permettre au marché de se corriger et éviter l'effondrement du système capitaliste. Donc c'est quelque chose qu'il faut véritablement mettre au crédit de Karl Marx en dépit et ne pas se limiter à la simple idée que il était purement un socialiste. C'est la preuve qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est un modèle que l'on trouve par exemple en Europe, on parle des social-démocraties, c'est-à-dire c'est des pays où il y a à la fois, on applique à la fois des préceptes de démocratie, donc de capitalisme, on a une économie capitaliste, mais à côté, on a un État qui est fort parce qu'il a la capacité de réguler et qu'il a la capacité aussi d'intervenir sur le marché en tant qu'acteur pour parfois rééquilibrer les choses. Merci Jean-Paul pour ce brin d'histoire. On revenait sur la vie de Karl Marx ce matin dans le Da Fresh Morning. On va en musique et on va retrouver René Ruth dans quelques instants. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,